Tu te lances dans la rénovation, mais tu te sens perdu face à tout ce que tu as à anticiper? Le Réno Starter Kit est là pour t'aider. C'est ton kit de démarrage pour comprendre le déroulé de ton projet et éviter les erreurs de débutant. En quelques étapes simples, tu clarifies ton projet, tu identifies tes besoins et tes priorités, tu poses des bases solides et tu gardes le contrôle. Ton chantier mérite d'être une réussite et c'est ce que je te propose avec le Réno Starter Kit en suivant le lien dans la description. Bonjour et bienvenue sur les Clés de la Réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les Clés de la Réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison. Aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice, je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les Clés de la Réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Je suis Alison, architecte d'intérieur et décoratrice et si tu rénoves ou tu comptes rénover, cet épisode va littéralement transformer ton projet. Aujourd'hui, on va parler de ce truc qu'on oublie toujours en réno, mais qui fait pourtant toute la différence entre une maison qui a l'air d'un showroom froid, d'un intérieur de catalogue et un cocon où on a envie de passer du temps. Alors, petite question. Combien tu as prévu pour l'éclairage dans ton budget rénovation ? À tous les coups, tu vas me dire, comme 99% des gens que je rencontre, c'est-à-dire 0 pour l'éclairage en tant que tel. Les ampoules, à la limite. Peut-être que tu as prévu de faire quelques modifications, mais tu sais pas trop où tu vas et c'est exactement là le drame. 99% des gens qui rénovent font cette erreur d'éclairage qui tue complètement l'ambiance de leur nouveau cocon. Alors aujourd'hui, je vais te donner le plan complet, le plan d'éclairage du coup pour ta rénovation, étape par étape, pièce par pièce et surtout, je vais te dire quand prévoir quoi dans ton planning de chantier pour éviter les catastrophes. Alors, le problème spécifique lié à la rénovation, évidemment, c'est l'erreur de planification. En réno, l'éclairage, c'est comme la plomberie. Si tu prévois pas ça avant, bien en amont, tu vas le regretter après. Et peut-être que tu vas pas t'en rendre compte tout de suite, car effectivement, souvent ton électricien, quand tu vas le consulter, il va te demander de réfléchir au nombre et à l'emplacement de tes prises et de tes interrupteurs éventuellement. Mais si tu lui indiques pas que tu veux faire des modifications sur les points lumineux, sur l'éclairage en tant que tel, tu as 90% de chances qu'ils partent sur l'identique, qu'ils partent à l'identique. Et résultat, tu finis ton chantier, tu emménages et là, tu réalises qu'en fait, t'aurais préféré des appliques plutôt qu'un plafonnier, que effectivement tes interrupteurs ils sont pas au bon endroit, qu'il manque un va-et-vient, que ton électricien il a mis des spots de base partout sans te poser la question. Bref, il y a rien qui va. Et effectivement, dans l'ancien, il y a quand même des contraintes à prendre en considération parce que souvent, quand on est vraiment sur des maisons anciennes, on peut avoir affaire à des plafonds plutôt bas. Les maisons anciennes vont avoir effectivement des plafonds qui peuvent être moins hauts même que 2,50 m qui est aujourd'hui le standard. Tu peux aussi avoir des pièces sombres parce que les anciens, dans certaines régions, ont pu construire les bâtis avec peu de fenêtres ou alors des petites fenêtres. C'était lié effectivement aux conditions météorologiques et comment on pouvait se protéger tout simplement du froid, du vent, et voilà, de façon, pour vivre au mieux.
Des espaces qui pouvaient être cloisonnés un peu bizarrement aussi, selon les architectures, ou évidemment, une électricité vieillotte où, tout est à refaire, il y a rien qui est aux normes. Et donc, devine quoi? Les règles d'éclairage classiques, elles ne marchent pas forcément toujours dans ces espaces. Il faut s'adapter. Et du coup, quand tu te lances dans un projet de réno, tu peux facilement tomber dans le piège du «on verra plus tard». Quand l'électricien il arrive, il va te demander où tu veux tes prises et éventuellement où tu veux tes points lumineux. Et toi, si tu n'as pas les idées claires, si tu sais pas comment tu vas aménager chaque pièce, alors tu dis je sais pas moi, faites comme c'est là, au milieu du plafond, comme d'habitude. Et là, c'est l'erreur fatale. Parce qu'une fois que tes cloisons sont fermées, une fois que tout est peint, une fois que c'est terminé, t'es coincé avec ton éclairage tel qu'il existe, à moins d'engager des nouveaux travaux importants pour aller tout réouvrir, créer des tranchées et obtenir ce que tu souhaites. Donc effectivement, le meilleur secret adapté à la rénovation, ça va vraiment être de planifier ton éclairage en 3 couches. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, déjà, la phase électricité, avant même d'engager les travaux, avant même de choisir tes luminaires, tu dois planifier ton circuit électrique. C'est la phase cruciale, c'est-à-dire faire ton plan électrique. Et pour faire ton plan électrique, tu dois pour ça avoir fait ton plan d'aménagement. Le plan électrique, effectivement, il est conditionné par ta façon d'aménager les espaces. Ça tombe sous le sens, mais si tu le fais pas, tu sais pas. Enfin, tu auras du mal à répondre à cette question. Donc, effectivement, même si tu n'engages pas de modifications importantes au niveau des espaces, de ta façon de vivre dans les espaces, pas de modification de cloison, pas de modification structurelle, je t'invite quand même effectivement à dessiner ton plan d'aménagement. Où tu vas mettre ton canapé, où tu vas mettre ta table, quel type de table, est-ce qu'elle est ronde, est-ce qu'elle est rectangulaire, combien il y a d'assises, où sont les espaces de circulation, les dimensions de ton lit, même si, tu vois, c'est approximatif, mais ça te permet, approximatif. Alors après, ça dépend à quel point ça peut être approximatif. Des fois, il faut que ce soit précis, notamment quand il s'agit d'un lit, savoir où tu vas mettre les chevets, c'est quand même conditionné par la largeur de ton lit, et donc, du coup, ça a un impact sur ton plan électrique dans une chambre. Mais tu vois effectivement que ton plan d'aménagement, c'est celui qui va dicter le plan électrique. Donc, il est indispensable que tu saches exactement où tu veux mettre quoi en termes de plan d'aménagement. Et ensuite, tu appliques la règle des 3 couches par zone. Donc, effectivement, qu'est-ce que c'est les 3 couches? C'est la première couche, l'éclairage général, l'éclairage ambiant. C'est la lumière de base qui va remplir tout l'espace. Qu'elle soit plutôt douce, pas agressive, elle peut être directe ou indirecte selon la fonction de l'espace. Donc ça peut être un plafonnier, ça peut être une suspension, ça peut être des appliques murales, bref, c'est ce qui crée l'éclairage général. Ensuite, on a la couche de l'éclairage fonctionnel pour les activités précises. Donc lire, cuisiner, travailler. C'est un point lumineux qui va être beaucoup plus directionnel et beaucoup plus intense. Par exemple, une liseuse au-dessus de ton canapé ou un éclairage de plan de travail dans la cuisine. Et enfin, troisième couche, c'est l'éclairage d'ambiance, c'est l'éclairage d'accent. Donc là, c'est les petites lumières, les petits points lumineux qui vont créer la magie, la chaleur et qui vont créer l'ambiance. C'est des lampes d'appoint, c'est des bougies, c'est un éclairage décoratif. Donc, par exemple, effectivement, des petites lampes à poser ici ou là, une guirlande, quelque chose qui crée une ambiance. Et c'est la superposition de ces 3 couches qui vont vraiment apporter de la chaleur à ton intérieur, contrairement à un seul plafonnier central qui fait tout à la fois et qui fait souvent mal, et ce qui est souvent le cas, effectivement, dans un showroom, dans un magasin, ou parfois, selon l'éclairage studio d'un catalogue, ça peut donner cette sensation-là d'une ambiance un peu froide parce que l'éclairage est mal positionné, mal calibré. Donc, comment on applique la règle des 3 couches dans chaque zone? Si je vais prendre donc 2 pièces, pour exemple, une plutôt d'ambiance et une plutôt fonctionnelle, on va dire. Donc, pour le salon, qui va être
la pièce d'ambiance, la pièce à vivre, donc où effectivement l'ambiance doit être chaleureuse, on doit s'y sentir bien. Dans la première couche, on va plutôt préconiser un éclairage général indirect, puisque là, effectivement, l'idée, c'est qu'on se sente bien. On n'a pas forcément besoin d'être hyper enfin, de voir extrêmement bien les choses dans un salon. Donc, l'éclairage indirect, ça va être quoi? Ça va être, par exemple, des appliques murales qui vont diffuser au plafond, ou des spots tubes qui seraient en périphérie pour créer quelque chose comme ça, un scénario lumineux un peu intriguant, qui crée l'éclairage général, mais qui soit vraiment indirect. Ensuite, dans la couche 2, donc on va aller clairement prévoir des prises pour un éclairage fonctionnel lié à la lecture. Donc ici, ce sera soit des appliques, soit des spots directionnels, soit éventuellement un lampadaire qui pourrait être positionné au-dessus d'un canapé, un fauteuil. Enfin voilà, l'emplacement où on veut lire, on réfléchit à un éclairage fonctionnel. Et enfin, dernière couche, des prises. Là, on va aller les multiplier pour pouvoir avoir la possibilité de positionner des lampes d'ambiance, peu importe la typologie de lampe, que ce soit lampe à poser, lampadaire, voilà, des lampes différentes, mais il faudrait effectivement au moins 4 prises bien placées dans l'espace pour pouvoir se laisser la possibilité de multiplier ces apports, ces points lumineux, ou de pouvoir les modifier aussi selon et les faire évoluer l'espace. Deuxième exemple, donc un espace plus fonctionnel. Là, on va parler de la cuisine. Donc, première couche, l'éclairage général. En général, dans une cuisine, alors ça dépend comment est faite la cuisine, mais ça peut être un plafonnier. Tu vas voir qu'on peut effectivement faire sauter ce plafonnier si on a un îlot, pourquoi pas. Mais bon, de manière générale, voilà, un plafonnier. Et donc, on est plutôt là sur un éclairage général direct. De base, on a besoin de bien voir dans une cuisine. Ensuite, on va créer l'éclairage fonctionnel. Là où on a le plus besoin d'éclairage fonctionnel, c'est évidemment pour éclairer les plans de travail. Donc, on va réfléchir à poser cette lumière spécifique fonctionnelle de travail proche des plans de travail, soit avec des appliques murales qu'on va effectivement multiplier selon le besoin, soit avec, pourquoi pas, si on veut quelque chose de plus contemporain, des réglettes LED qu'on va positionner sous des meubles hauts ou sous une étagère. Ou enfin, moi, j'adore aussi combiner cette solution parce qu'elle est à la fois fonctionnelle et d'ambiance, c'est d'aller positionner une lampe à poser, toute simple, sur le plan de travail. Donc effectivement, il faut quand même avoir de la place sur le plan de travail. Ça dépend des espaces, ça dépend de son projet. Ensuite, effectivement, de la même façon, on va aussi avoir un éclairage fonctionnel sur l'îlot ou la table centrale, table à manger. Ça dépend clairement comment est faite ta cuisine, mais ici, on va aller mettre une suspension qui, du coup, peut éventuellement combiner l'éclairage général et l'éclairage fonctionnel de ton îlot. Ça dépend, voilà, encore une fois, de ton espace. Mais ici, un éclairage fonctionnel naturellement au-dessus de l'îlot, c'est indispensable. Et enfin, donc, l'éclairage décoratif, pourquoi pas. Donc, je t'ai parlé de cette lampe à poser sur le plan de travail qui peut aussi remplir cette fonction, mais ça peut être aussi des petites lampes dans les vitrines, posées sur les étagères, enfin voilà, quelque chose qui va créer de l'ambiance plutôt que ta lampe froide intégrée dans ta hotte, par exemple. Tu dois parfaitement voir ce dont je parle. Et donc effectivement, la petite astuce que je te dirais aussi, c'est de prévoir 30% de points lumineux en plus que ce dont tu as réellement besoin à ce jour. Parce que au moment où tu réalises tes travaux, ça va pas te coûter énormément plus cher que d'aller prévoir des prises supplémentaires ou des points lumineux supplémentaires, alors que ce sera hors de prix le jour où tu décides de faire revenir un électricien pour faire des modifications sur un circuit qui n'a pas été pensé pour. À la fois en termes de calibrage, mais aussi en termes de comment ça va effectivement investir tes murs, tes cloisonnements. Voilà, c'est effectivement beaucoup plus coûteux. Ensuite, effectivement, si tu rénoves un bâtiment vraiment très ancien, il faut prendre en considération donc les contraintes de l'ancien, comme on l'a dit auparavant. Si ton plafond est bas, naturellement, il va falloir oublier les suspensions qui vont pas
correspondre à ce type d'espace et plutôt privilégier donc les appliques, quand tu le peux, les appliques murales ou l'éclairage indirect, par exemple en allant positionner un bandeau LED derrière des corniches. Ça se refait de plus en plus. Ce n'est pas réservé aux grands appartements haussmanniens. Au contraire, si ton plafond est bas, ça peut être une solution effectivement pour avoir un éclairage indirect appréciable, sans te donner l'impression d'écraser ton plafond. Si tes pièces sont sombres, comme on l'a dit, que tu manques d'apport de lumière naturelle, alors je te propose de multiplier les sources d'éclairage. Effectivement, privilégie un maximum de prises pour effectivement aller davantage installer des sources de lumière artificielles. Tu vas effectivement pouvoir utiliser des miroirs stratégiquement pour renvoyer la lumière et donner l'impression qu'il y a plus de lumière. Miser sur un éclairage indirect qui va aussi rebondir un peu partout, d'autant plus si tu as pu maximiser effectivement les miroirs stratégiquement posés. Je te dirais aussi de privilégier les tons chauds pour compenser le manque de soleil. Donc là, ça va être la température de tes ampoules, mais on va en reparler juste après. Et puis enfin, donc, si ton électricité est ancienne, si elle est obsolète, c'est naturellement le bon moment de tout remettre à plat et de tout refaire pour que ça corresponde réellement à ton mode de vie et à tes besoins. C'est le moment d'installer des circuits séparés pour chaque type d'éclairage, de revoir le tableau et de tout remettre aux normes, effectivement. Et pourquoi pas, en termes d'usage, de prévoir des variateurs dans les espaces qui peuvent le nécessiter, notamment une pièce de vie, des chambres. Ça peut être hyper intéressant que d'aller utiliser des variateurs pour effectivement varier l'intensité lumineuse de ton éclairage principal. Et c'est à anticiper naturellement dès le plan électrique. Et donc enfin, étape 3, on va avoir la température des ampoules. Ça, c'est le secret oublié. On arrive vraiment là à un point crucial que personne ne t'explique jamais et qui est pourtant hyper important. C'est la température de couleur de tes ampoules. Tu vois, effectivement, sur chaque emballage de tes ampoules, tu as toujours un chiffre qui est indiqué avec un K. 2700K, 2500K, 3000K, 4000K. Et ça, c'est pas du marketing, c'est effectivement de la science. C'est la température, chaude ou froide, de ta lumière qui est calculée en Kelvin, d'où le K. Et donc, plus le chiffre est bas, plus la lumière est chaude et dorée, et plus c'est élevé, plus c'est froid et bleu. Donc, effectivement, moi, j'aurais tendance à te préconiser davantage d'aller sur une lumière plutôt chaude, même si l'idée n'est pas d'aller sur quelque chose de trop prononcé, mais 2500-2700K pour créer une ambiance cocooning, c'est idéal. Ça va très bien fonctionner dans un salon, une salle à manger, une chambre. C'est vraiment la température qui rend n'importe quel espace plus chaleureux et c'est pour moi obligatoire pour pouvoir se détendre, d'avoir une température comme ça qui soit plutôt chaude, notamment effectivement le soir, une fois que la lumière artificielle a pris le pas sur le soleil. Ensuite, 3000K, c'est vraiment le neutre parfait pour moi, qui s'accorde bien aux espaces plus fonctionnels éventuellement, comme effectivement la cuisine, le bureau, les couloirs, l'entrée. C'est ni trop froid, ni trop chaud, donc ça peut vraiment bien fonctionner dans un espace fonctionnel dans lequel tu as besoin quand même de bien voir et pas forcément de créer une ambiance cocooning. Et au-delà de 4000, alors là, clairement pour moi, c'est à éviter absolument chez soi. Ça donne vraiment l'impression d'être à l'hôpital pour le coup. Et là, clairement, quand on nous dit que le blanc, mettre du blanc chez soi, c'est ce qui donne l'impression d'être à l'hôpital, ce n'est pas vrai. C'est clairement aller choisir des ampoules dont le Kelvin serait bien trop élevé. C'est ce qui donne l'impression d'être dans un espace aseptisé. Donc, éventuellement à réserver aux espaces hyper techniques comme les garages, les buanderies. Mais même, moi, j'aurais envie de te dire, ça n'est pas utile, c'est vraiment à éviter. Donc l'erreur fatale, en plus de ça, donc de choisir la mauvaise température et de choisir une température beaucoup trop froide, ce serait aussi
vraiment de mélanger différentes températures dans la même pièce. T'imagines bien que si tu mets 2700K dans tes appliques et 4000K au plafond, t'as vraiment un résultat, un effet disco garanti, quoi. Donc, l'astuce, ce serait vraiment de choisir toute ta température avant de commencer même tes travaux et de commander tes ampoules et de privilégier une température par pièce. Pas de mélange, une température par pièce. Et même, effectivement, au plus simple, si tu veux vraiment simplifier les choses, c'est de choisir la même température pour toute la maison. Moi, en général, c'est ce que je fais. 2700K, c'est ce qui me paraît être le bon choix pour toute la maison, pour tous les espaces. Et en fait, c'est après la façon dont tu vas prévoir ton plan d'éclairage qui va te permettre d'aller sur plutôt un éclairage d'ambiance ou un éclairage fonctionnel, par exemple. En termes de budget et de planning, effectivement, il est important de prévoir une partie de son budget pour les modifications électriques et donc liées effectivement à ton plan d'éclairage en rénovation. Moi, en général, je pars du principe que il vaut mieux prévoir quelque chose de l'ordre de 5% dans son budget total de rénovation pour ce qui concerne les modifications électriques et d'éclairage. Si jamais tu as un budget serré, je te dirais quand même une chose, ne jamais économiser sur la qualité du matériel électrique. C'est hyper important pour ta sécurité, on le sait. Et aussi, comme je te le disais tout à l'heure, malgré tout, de ne pas économiser sur le nombre d'implantations, le nombre de points, que ce soit les prises, les interrupteurs, les points lumineux, puisque comme je te le disais, en fait, c'est une fausse économie que d'aller voir au minimum, puisque si c'est pas en adéquation avec ton mode de vie, tu vas très vite le regretter et tu voudras faire des travaux supplémentaires qui vont te coûter 2 fois plus cher. Donc en réalité, il vaut mieux prévoir un nombre suffisant, voire légèrement supérieur à ton besoin tout de suite et économiser ailleurs. Alors comment économiser ailleurs? Probablement que ce sera plus simple sur d'autres postes de travaux, mais s'il s'agissait d'économiser sans regret sur le poste électrique et d'éclairage, déjà je te dirais probablement, comme toujours, de te tourner sur le seconde main pour ce qui est des luminaires. On trouve des tas de luminaires d'occasion abordables, même voire très abordables quand il s'agit d'aller en ressourcerie ou chez Emmaüs et qui sont du plus bel effet. Pas besoin effectivement d'aller choisir des luminaires de designer. Donc, pour le coup, aller vers les luminaires d'occasion. Pourquoi pas créer des luminaires soi-même. Moi, j'aime le faire régulièrement, que ce soit effectivement avec du tissu. J'ai au-dessus de ma tête une jolie suspension que j'ai réalisée il y a des années en tarlatane. Si tu connais, je t'invite à regarder si tu ne connais pas. Ou éventuellement en céramique. Si tu prends des cours de poterie, ce serait l'occasion. Et enfin, si tu n'as rien de tout ça, si tu ne peux pas, effectivement, l'économie la plus simple serait d'aller sur des ampoules LED basiques au lieu d'aller chercher les marques premium qui sont tout de suite 2 fois, voire 3 fois plus chères en termes d'ampoules. Alors, si on récapitule les erreurs fatales à ne pas faire en rénovation quand il s'agit d'aller penser son plan d'éclairage. La première erreur, ce serait effectivement d'imaginer l'éclairage après l'électricité. On verra pour les luminaires une fois qu'on aura emménagé. Ça, c'est clairement la chose que tu ne dois pas te dire si tu commences un projet de rénovation. Parce qu'effectivement, c'est la meilleure façon de te coincer avec des prises qui sont au mauvais endroit, en mauvais nombre et des circuits qui sont mal pensés. Donc, on l'a dit, effectivement, pense ton plan électrique, ton plan d'éclairage avant et même avant de solliciter tes électriciens pour faire des devis. Deuxième erreur fatale, ce serait justement de faire confiance à ton électricien pour créer ton plan électrique et pour le design, l'ambiance. Un électricien, c'est pas son job. Un électricien, il est excellent pour créer un circuit, tirer des câbles, apporter des solutions techniques innovantes. Ça, c'est son cœur de métier. Mais pas du tout pour créer des ambiances lumineuses. Donc, c'est ton job de définir ce que tu veux, où tu le veux et quel type d'ambiance lumineuse tu veux créer. Clairement, c'est toi qui vas vivre dans ces espaces, donc c'est à toi de penser ça et de l'anticiper.
La troisième erreur, ce serait de sous-estimer l'éclairage indirect. Effectivement, l'éclairage indirect, on y pense beaucoup trop peu. On va souvent, quand on pense éclairage et qu'on ne sait pas, on va juste penser éclairage général et du coup direct avec un plafonnier, une suspension et éventuellement éclairage d'ambiance avec une multiplication de lampes à poser. Alors qu'en réalité, c'est l'éclairage indirect qui est magique, surtout quand on a un espace ancien qui peut avoir beaucoup de défauts. L'éclairage indirect, c'est justement lui qui va gommer les défauts, qui va agrandir les espaces, qui va réchauffer l'ambiance. Mais comme on l'a dit depuis le début, c'est important de le prévoir dès le départ, dès le démarrage de ton projet. Quatrième erreur, ce serait d'oublier éventuellement effectivement l'évolutivité de tes espaces parce que j'imagine que si tu te lances dans une rénovation, c'est pas non plus pour changer d'intérieur tous les 4 matins. Enfin, probablement, à moins que tu fasses de l'investissement et que tu souhaites revendre quand même prochainement. Mais si c'est pas le cas, si tu veux vivre dans ton espace de manière longue, effectivement, il faut penser à ton futur dans cet espace. Tes goûts vont changer, tes meubles aussi. Tu vas changer de canapé, tu vas changer de table, tu vas changer de nombre. Les meubles vont être proportionnés différemment et idéalement, c'est important effectivement de pouvoir prévoir un plan électrique évolutif avec des systèmes qui seront flexibles pour pouvoir effectivement changer, pouvoir apporter des modifications, des adaptations à ton plan d'éclairage. Donc moi, je te conseille vivement de multiplier les emplacements de tes prises, même si tu vas pour l'instant mettre tes prises à des endroits qui te semblent inintéressants, inutiles, on va dire. Peut-être que demain, ce sera pas le cas. Et puis aussi de prévoir des prises multiples parce qu'effectivement, il n'y a rien de pire non plus que d'avoir des multiprises, là pour le coup, qui viennent gâcher l'esthétique d'une pièce. Dernière erreur, mélanger les températures de couleurs, on en a parlé, mais en gros, c'est vraiment une erreur importante. Une pièce, une température, sinon ça fait bien trop disco de mauvais goût. Si enfin on devait effectivement te faire une petite checklist pratique pour ta réno en quelques minutes. Alors, avant les travaux électriques, à quoi tu dois penser? Qu'est-ce que tu dois faire? On l'a dit, ton plan d'aménagement qui est lié à ton mode de vie, donc ton plan détaillé, meubles, circulation, comment tu te vois vivre dans les espaces, qui vont ensuite déboucher sur ton plan d'éclairage prévu en 3 couches par pièce. On l'a dit aussi, les 3 couches, éclairage général, éclairage fonctionnel, éclairage d'ambiance. Ton budget éclairage que tu dois anticiper et avoir défini et fais faire tes devis par un électricien sur la base de ton plan. Donc effectivement, dès que tu consultes un électricien, tu lui suggères ton plan électrique, ton plan d'éclairage. Et cela permet, je l'ai déjà dit aussi plusieurs fois, mais d'avoir des devis identiques quand tu consultes plusieurs artisans, puisqu'ils se basent sur le même plan. Et puis, après les travaux électriques, qu'est-ce qu'on fait? Naturellement, on suit bien son chantier et donc on vérifie le nombre et l'emplacement des points lumineux pour que ce soit conforme à tes demandes et pas avoir à faire revenir un électricien parce que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui a été oublié. C'est toujours pénible et ça rajoute du temps. Ça peut avoir effectivement un impact sur ton planning de chantier et un impact sur le planning de tes autres artisans. Donc clairement, vérifie bien au fur et à mesure des travaux qu'il est cohérent avec ce que tu as demandé et ce que tu payes naturellement. Fais tes tests au fur et à mesure, teste les variateurs, teste les circuits, vois si tout fonctionne, teste les prises pour qu'effectivement, une fois que tu arrives à la réception avec ton électricien, tu n'aies pas à nouveau des réserves à communiquer, que ce soit tout anticipé. Définis tes températures par pièce ou définis la température générale de ton intérieur et effectivement commence à éventuellement investir, aller chercher des luminaires pour imaginer ton installation d'éclairage global et d'éclairage d'ambiance. Ça, c'est la partie la plus sympa, mais tu l'as vu, c'est la dernière partie. Alors, voilà.
c'est maintenant la fin. Tu vois maintenant pourquoi l'éclairage en réno, c'est un projet à part entière qui se planifie dès le début. Donc, ma recommandation, c'est vraiment de prendre un temps, un week-end pour faire ton plan d'éclairage avant de commencer les travaux et même, surtout, avant de consulter les électriciens. Ces quelques heures vont vraiment transformer ton projet, crois-moi, et vont t'éviter des moments de regret, de pénibilité que je ne te souhaite pas. La semaine prochaine, on va parler d'un autre secret, bien sûr, puisqu'on est dans les secrets de pro. Un secret que donc peu de gens imaginent, maîtrisent, c'est comment aménager sans se tromper d'échelle. C'est la question des proportions. Parce que oui, il y a bien des règles pour que tes espaces soient parfaitement équilibrés et c'est ce que je te transmettrai la semaine prochaine. Donc, comme je te le disais, on arrive à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire comment il aura pu t'aider. Partage-le autour de toi comme toujours ou sur Instagram. Laisse un avis 5 étoiles. Vraiment, ça m'aide énormément sur ta plateforme d'écoute. Je te remercie et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau Secret de Pro. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.